Bonsoir à toutes et à tous, mardi 11 mars, il est l'heure de l'info. Sur le rond-point du relais des Nations de Saint-Dizier, les forces de l'ordre ont intensifié les contrôles des poids lourds pour assurer la sécurité routière. Nous les avons suivis. La baisse du nombre d'élèves entraîne la fermeture de certaines classes. Les cartes scolaires 2025 sont tombées et le constat est sans appel. On en parle dans ce journal avec Paul. Manège, musique et solidarité, la fête foraine de Commercy a ouvert ses portes avec une inauguration haute en couleur ce samedi. Relancée il y a 2 ans, elle attire chaque année petits et grands. Un seul commerce pour 3 villages à Rouvois-sur-Marne. La supérette multiservice est bien plus qu'un simple magasin. C'est un point de rencontre essentiel pour les habitants. Sur le rond-point du relais des Nations de Saint-Dizier, les forces de l'ordre étaient mobilisées ce mardi après-midi pour une vaste opération de contrôle des poids lourds. Objectif, s'assurer du respect des règles de sécurité et de la réglementation en vigueur pour le transport routier. Infraction au temps de conduite, surcharge ou encore véhicule en mauvais état. Les contrôles sont très stricts et vous allez le voir avec Julien Debruyne. Des camions déviés au relais des Nations de Saint-Dizier. Pendant 3 heures, les policiers ont procédé à des vérifications pour s'assurer du respect des règles en vigueur pour les poids lourds sur le rond-point du relais des Nations. Au programme, contrôle des documents de bord, des temps de conduite, mais aussi peser des camions. Un véhicule trop chargé peut entraîner une perte de contrôle et augmenter considérablement le risque d'accident. Au-delà des sanctions éventuelles, l'objectif était avant tout de rappeler aux conducteurs l'importance de ces règles et de renforcer la prévention sur la route, une présence visible destinée à prendre le temps pour dissuader les comportements à risque. Un contrôle poids lourd prend beaucoup de temps, ça peut prendre entre 20, 40, 45 minutes selon tout ce qu'on a à contrôler. Donc voilà, on va peut-être passer 5 ou 6 camions, peut-être 7, mais ça sera guère plus. Et au moins voilà, on aura été visible. Il est aussi question, je vous le disais, de faire de la prévention, de faire de la visibilité pour prévenir tous ces comportements qui sont dangereux. Sur le terrain, les premières infractions ne tardent pas. Ce chauffeur poids lourd, par exemple, est arrêté avec un camion pesé à 20 tonnes, soit 1 tonne de trop par rapport à la limite qui lui est autorisée. Résultat, une amende de 90 €, un rappel à l'ordre qui pourrait lui éviter bien plus gros sur la route. Si vous venez avoir un accident, vous prenez la route en sachant que vous êtes en surcharge. Message de respecter donc, les règles, les bonnes règles de la circulation routière. Ils les connaissent. Faire attention donc, aux autres, être également donc, dans l'anticipation par rapport aux fautes pouvant être commises par les autres conducteurs, puisque il n'y a pas que les chauffeurs poids lourds qui commettent des fautes. Apprendre à conduire ensemble, en sécurité, en respectant chacun donc, les bonnes règles. Une opération d'utilité publique pour les forces de l'ordre. En 2024, près de 400 accidents mortels ont impliqué les poids lourds sur les routes. Nous sommes début mars, les vacances d'été sont encore loin, mais la rentrée 2025 se prépare dès maintenant. Depuis plusieurs semaines, nos 3 départements découvrent leur nouvelle carte scolaire pour l'année prochaine. Bonsoir Paul. Bonsoir Clémentine. Alors ce soir, tu vas nous proposer un bilan des différentes ouvertures et fermetures de classes, de la maternelle à la primaire, sur tout notre territoire. Alors les directions de services départementaux de l'éducation nationale des 3 départements de notre territoire ont planché et déjà statué pour les cartes scolaires de la rentrée 2025. Alors explique-nous concrètement, c'est quoi une carte scolaire? Alors une carte scolaire, c'est tout simplement l'organisation de la répartition des élèves dans les établissements scolaires du territoire. Elle se fait en fonction de plusieurs critères géographiques, démographiques et éducatifs. Et une fois les concertations terminées, à quoi ça ressemble ces cartes? Eh bien, dans un premier temps, la direction de services départementaux de l'éducation nationale étudie la démographie scolaire sur notre territoire. On en reparlera tout à l'heure, mais elle est plutôt en baisse. Le directeur académique recense le nombre d'élèves inscrits et observe les prévisions pour les années suivantes. Une fois les premiers constats établis, il entame le dialogue avec les municipalités, les représentants des enseignants et syndicats, mais aussi les parents d'élèves et conseils d'école. Alors tout ça, c'est terminé. Là, aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que ça donne? Alors, après concertation, la direction propose des ajustements de la carte scolaire en fonction des effectifs et aussi des moyens disponibles. La décision est prise en février ou mars, donc on est dans le timing d'un comité, technique spécial départemental, puis elle est validée en conseil départemental de l'éducation nationale, où le siège le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, le président du conseil départemental, aussi les maires et les représentants et syndicats
syndicat des professeurs. Et donc nous sommes en début mars, ces réunions sont terminées, elles ont eu lieu le jeudi 6 mars pour l'Académie de Reims notamment. On commence donc notre tour d'horizon par le département le plus impacté de notre territoire. La Haute-Marne, ce département où il y aura une fermeture de 20 classes pour 2025 et plus précisément il y en aura 5 seulement à Saint-Dizier, 2 à Joinville, à Chaumont, à Eurville ou Bourbonne aussi, vous voyez la liste qui s'affiche sur votre écran. Il y aura également 4 retraits conditionnels, donc ce n'est pas encore définitif, à Réville-les-Chanteurs, Charmes-la-Grande, Dommartin-le-Franc qui pourrait former un regroupement pédagogique aussi avec une autre commune et Brouzeval. Alors, tu le disais, il y a beaucoup de fermetures. Et avec ces fermetures, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles? Alors oui, il y aura 5 attributions de postes, notamment à Chaumont, mais aussi à Saint-Dizier, avec un double poste, à Roland-Pont et Feil-Bilot. Dis-nous tout, c'était résumé. C'est ça, écoutez Michel Founet, donc inspecteur d'académie de la Haute-Marne, au micro de Célia Richard. Je trouve que la carte scolaire, ce qu'on appelle la carte scolaire, s'est déroulée de manière apaisée. Je crois qu'on a eu de la bonne volonté du côté des élus, cette volonté de dialogue. On a pu évoquer ce matin en CDN aussi des territoires où les élus continuent à travailler sur les prospectives, même lorsqu'on n'est pas dans une dynamique de fermeture de classe instantanée. On essaye aussi de travailler en alertant sur des situations qui risquent d'arriver dans le futur si on ne se réorganise pas. Donc je la trouve positive en ce sens. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui la dynamique démographique de la Haute-Marne soit vraiment une dynamique, on est plutôt en perte d'élèves, mais pour autant se mettre de façon proactive autour de la table pour travailler à une prise en charge la plus intéressante possible, la plus attractive possible pour les familles, c'est comme ça qu'on arrivera aussi à participer à l'attractivité de la Haute-Marne. À l'échelle nationale, c'est aux alentours de moins 1,5% aussi pour la rentrée prochaine. Les syndicats aimeraient bien que cette baisse démographique puisse favoriser l'apprentissage. Écoutez Maude Ducré, professeure des écoles remplaçantes et représentante FSU au micro de Célia Richard. On aimerait que les baisses démographiques servent à améliorer les conditions de travail des enseignants et d'études des élèves. Donc profiter du fait que la démographie baisse pour avoir moins d'élèves par classe, mais aussi tenir compte du nombre de niveaux dans les classes, parce qu'en Haute-Marne, on a beau avoir peu d'élèves, on a beaucoup de classes à multiniveaux, et lorsque par exemple on a une école à 3 classes et qu'on passe à 2 classes, on se retrouve avec une classe unique maternelle et une classe unique élémentaire. Et là, avoir, même si on n'a que 15 élèves, mais avec 5 niveaux, c'est quand même pas la même chose que 17 ou 20 ou 25 élèves avec un seul niveau. Alors je précise tout de même que cette interview elle a été enregistrée avant le Conseil départemental de l'éducation nationale. On passe à la Meuse à présent avec une situation assez similaire. Alors en Meuse, 3 fermetures de classes ont été confirmées d'après nos confrères de l'Est républicain, à Bar-le-Duc, Belleville-sur-Meuse et à Robert-Espagne, le tout pour une seule ouverture à Bar-le-Duc. Alors démographiquement, quel est le constat? Est-ce que c'est le même qu'en Haute-Marne? Oui, la baisse nationale se confirme aussi dans le département de la Meuse avec environ 480 élèves en moins pour la rentrée 2025 d'après les projections. Comme la Haute-Marne, c'est une baisse qui se poursuit depuis plusieurs années. Depuis 10 ans, c'est moins 15% d'élèves en primaire et en maternelle. Enfin, on termine avec la Marne et le Pays Vitria. Quel est le constat de ce côté-là? Alors selon nos confrères de l'Union, 3 classes ont été fermées sur 5 prévues à Marolles, mais aussi à Vitry-le-François. Même constat qu'en Meuse et Haute-Marne. Depuis 7 ans, le nombre d'enfants scolarisés a chuté de presque 11% dans le département. Est-ce qu'il existe des solutions pour enrayer ces fermetures sur le territoire finalement? Alors c'est un problème plus large. La fermeture de classes résulte d'un manque d'attractivité globale en fait, notamment économique, mais ça ne veut pas dire que les collectivités et l'éducation nationale ne peuvent rien faire. Depuis plusieurs années, ils travaillent sur des projets notamment de groupes scolaires et l'augmentation d'activités extrasportives pour toujours attirer plus d'élèves. Enfin, on termine et on parle souvent de l'impact d'une fermeture de classe pour les parents et les enfants, mais on oublie souvent les professeurs. Oui, pour les maîtres et les maîtresses, c'est généralement un gros changement. Ils peuvent être affectés dans un autre secteur, une autre école de leur secteur, ou repositionnés directement dans la même école. C'est aussi la reprise de classes multiniveaux avec des fermetures de classes et des regroupements de classes qui sont donc aussi plus nombreuses. Merci Paul pour toutes ces informations. Tout autre chose désormais, puisqu'on va parler de fête foraine. La fête foraine de Commercy est un rendez-vous annuel incontournable depuis plus de 40 ans. Depuis 2 ans, elle reprend vie grâce à une nouvelle génération de forains et elle revient une nouvelle fois cette année du 8 au 16 mars. L'inauguration a eu lieu ce samedi avec la présence de l'orchestre de la ville qui a déambulé dans la foire. Célia Richard vous propose de découvrir les attractions de cette année.
La fête foraine de Commercy est devenue un rendez-vous annuel. Chaque année depuis les années 80, une quarantaine de forains installent leurs manèges et attractions avenue des Tilleuls. Installée pendant une dizaine de jours, la fête offre aux habitants une parenthèse festive. Ce samedi, la fête a ouvert ses portes. L'orchestre de Commercy a lancé la saison estivale en musique avec une déambulation. Le maire, véritable fervent de la fête foraine, a même embarqué dans cette voiturette pour un tour de maison hantée. Et comme si cela ne suffisait pas, l'orchestre a joué dans la chenille malgré la vitesse. On est encore sur le principe de la fête de village. Par exemple, le dimanche, les familles invitent leur famille à déjeuner et après on va à la fête avec les enfants faire des manèges. C'est encore ancré. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures, il y a des gens de l'extérieur des villages qui viennent parce que la foire ou la fête de Commercy, quand même importante en nombre de métiers, il y a quand même beaucoup de métiers. Ça doit être la deuxième ou troisième plus grosse fête de la Meuse. Relancée il y a 2 ans par une équipe de jeunes forains, la fête foraine a retrouvé dynamisme et convivialité. Un renouveau qui permet de faire rayonner Commercy. Il n'y avait plus de dialogue entre les forains et la mairie, ça faisait un moment. Et il fallait faire quelque chose parce que bon, nous on est jeunes, on compte y venir encore 50, 60 ans, enfin jusqu'à temps qu'on arrête quoi. Hein, puis nos enfants viendront encore, je veux dire, donc il ne faut pas que ça s'arrête. Et il fallait retrouver ce lien avec la mairie. Et puis ça manquait de publicité, il n'y avait pas de feu d'artifice. Donc on sentait quand même une baisse de public quand même d'année en année. Et là c'est vrai que depuis l'année dernière, ça reprend de plus belle. Ça nous fait plaisir, hein. On est content de voir ça. On voit que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien, quoi. Elle s'inscrit dans les traditions de Commercy, comme la fête de la Madeleine tous les 2 ans, comme le forum des associations. Voilà, il y a des dates, la fête Commercy a toute sa place dans le calendrier des festivités. Dans un geste de solidarité, les forains ont décidé de consacrer leur jeudi après-midi aux membres de l'association Jean-Baptiste Thierry. Les entrées seront donc gratuites pour les accompagnants des personnes en situation de handicap. Dans toutes les attractions, les mouvements et la vitesse seront adaptés en fonction des besoins de chacun. Le ciel de Saint-Dizier va accueillir de nouveaux avions. La patrouille de France posera ses Alpha Jets sur la base aérienne 113 du 24 au 28 mars pour une série d'entraînements, un moment rare où les célèbres pilotes de l'armée de l'air et de l'espace viendront peaufiner leurs démonstrations en vue de leurs futures prestations en France et à l'international. Déjà accueillis à plusieurs reprises sur la base Bragarde, les aviateurs tricolores offriront un ballet aérien sûrement très impressionnant. À Rouvroy-sur-Marne, en Haute-Marne, il n'y a qu'un commerce à 10 km à la ronde. Dans cette commune, depuis maintenant 2 ans, un magasin multiservice a été ouvert. Il s'agit d'un coiffeur, d'une supérette, d'un café et même d'une esthéticienne. Cela aide le village à ne plus être isolé. Les détails avec Léo Martin. Les rues de cette commune sont souvent désertes. Dans ce village, il est compliqué pour la population vieillissante de faire des achats. La mairie aimerait dynamiser son centre-ville pour attirer de nouvelles personnes, un défi compliqué. Ici, il y a un seul commerce à 10 km à la ronde. Les habitants des 3 villages voisins viennent faire des achats de première nécessité, mais aussi trouver un lieu de discussion. Cette supérette multiservice ouverte il y a 2 ans touche un bassin de population de 2000 personnes. Il est important, d'où la multitude d'activités, coiffure, esthétique, bar, dépôt de pain, colis, épicerie. On essaye de répondre au mieux des attentes, des besoins aussi. Oui, c'est essentiel. C'est un besoin, parce que vous n'avez pas de véhicule, vous faites comment? C'est ça la question. Moi, j'ai eu ce problème-là en étant malade. Je me suis dit, je ne pouvais pas me déplacer, qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous êtes obligé d'être tributaire peut-être de vos voisins, quelque chose comme ça, alors que voilà, moi je suis là, puis on aide. Brigitte habite le village voisin. Elle vient ici régulièrement se faire couper les cheveux. C'est le lieu le plus proche de chez elle. Il faut aller, je vous dis, à Joinville. Et c'est très important. Ça fait, puis en plus pour la vie du village, c'est cool. Ça fait revivre un village, un petit commerce comme ça. La commune n'a aucune autre boutique, seulement quelques entreprises locales. La mairie veut tout faire pour garder ce commerce. Dans un milieu rural, oui. Je dirais même que c'est pas essentiel, c'est obligatoire. Obligatoire d'avoir quelque chose, au moins, ne serait-ce que pour le pain. Il nous faut une structure commerciale, quoi. Sinon c'est dur
à occuper. Justement, du fait d'avoir pu retrouver un commerce multiservice dans notre village, ça nous a permis d'avoir une population qui se développe tout autour de ça. Nous, à la commune, on souhaite la soutenir au mieux pour pouvoir développer son activité, justement, pour pouvoir perdurer dans le temps. La mairie garde espoir, elle compte sur la motivation de ses habitants pour reprendre un local et ainsi créer un deuxième commerce. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.